l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser, c'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Mindways où nous plongeons dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Au cours de ces dernières années, et en particulier 2023 et 2024, nous avons assisté à des avancées sans précédent qui ont redéfini ce que l'IA peut faire pour nous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces innovations ont émergé, leur impact sur notre quotidien et ce que l'avenir nous réserve. Reste avec nous alors que nous décryptons cette technologie qui transforme tout. Des soins de santé à l'industrie créative en passant par notre interaction quotidienne avec tout un tas d'appareils. Pour en parler, je reçois Marc Dufraisse qui s'est lancé en 2024 avec pour objectif de te faire gagner 3 heures par jour grâce à l'IA. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir le futur dès aujourd'hui. Marc, bonjour et bienvenue. Peux-tu te présenter ? Hello Sébastien, merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi je m'appelle Marc Dufraisse. Depuis que je suis tout petit, je suis considéré un peu comme le geek dans ma famille de celui qu'il faut appeler pour résoudre des problèmes, que ce soit sur son ordi ou sur son téléphone. Ça nous fait un point commun. Ouais, c'est vraiment ça. Et voilà, du coup, je suis l'actualité en fait depuis que je suis tout petit, que ce soit, tu vois, les keynotes d'Apple, ou tous les nouveaux produits qui sortent, que ce soit les smartphones ou même ce qui est un peu plus niche dans la technologie. Et voilà, un peu avant la trend de ChatGPT, j'étais vraiment déjà impressionné par ce qui se faisait, par exemple, avec Google Photos, tu vois, sur le fait de pouvoir taper, par exemple, plage, et tu as toutes les photos de plage qui ressortent de ton smartphone. Donc vraiment, tu vois, j'étais intéressé par ce genre de feature. Et bien sûr, avant la sortie de ChatGPT, on avait aussi, tu vois, les bêtas de DALL-E mid-journée. Ouais. Donc ça a vraiment été là où j'ai pu voir un peu la puissance, taper mes premiers prompts, entre guillemets. Puis voilà, ensuite, quand j'ai découvert ChatGPT, c'est vrai que ça a été, dans un premier temps, un choc. Je me suis dit vraiment que ça allait révolutionner notre façon de travailler, de voir les choses et d'interagir avec nos machines. Et voilà, plus concrètement, pour t'expliquer moi mon parcours pro, en parallèle de m'intéresser à cette découverte de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, j'étais en CDI chez une boîte qui s'appelle Autok Technologies, qui est une filiale d'Accenture. Okay. J'ai travaillé en tant que product manager. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais pour les gens qui nous écoutent... Plutôt bien, oui. Ça consiste à améliorer l'expérience des utilisateurs qui utilisent un produit, donc que ce soit, tu vois, une application mobile ou un site web. Ouais. J'ai toujours voulu, tu vois, décortiquer des features, se mettre en place des choses pour aider, en fait... améliorer l'expérience pour les gens, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes comme France Télévisions à travers ces ESN qu'on appelle, donc ces boîtes de conseil. D'accord. Et voilà, j'ai toujours eu envie un petit peu de me lancer, d'entreprendre, entre guillemets. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Moi, pour t'expliquer, j'ai 2 frères et une sœur qui sont plus âgés que moi. Et ils sont tous à leur compte. Donc, c'est vrai que, tu vois, ça donne envie. Tu te dis, pourquoi pas essayer moi aussi. Et vu que je suis plus jeune, c'est vrai que ça permet aussi d'éviter quelques erreurs. Ouais, tu peux tirer les enseignements des autres. C'est aussi un peu l'objectif du podcast, on pourra en parler éventuellement, d'avoir un peu cet accélérateur et d'éviter de faire les erreurs que les autres font. Et tu t'aperçois à force de recevoir des gens au micro que tous ont un certain nombre de points communs et tu te dis s'ils le font tous, c'est quand même qu'il y a sûrement une bonne raison. Donc pour le coup, clairement, s'inspirer des autres, pour le coup, c'est vraiment un plus. Ça, c'est clair. Pour faire le petit parallèle, moi, pour t'expliquer, je suis le frère de Kevin Dufraisse aussi, qui est assez connu sur LinkedIn. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de me lancer à créer du contenu. C'est lui qui m'a poussé à faire mon premier post LinkedIn, entre guillemets, parce qu'il est assez en place sur cette plateforme. Et
voilà, mon travail, moi, aujourd'hui, ça consiste à créer du contenu, informer ma communauté sur les nouveautés qui se font, les nouveaux outils à découvrir, ce qui peut être intéressant d'intégrer dans son business ou dans son quotidien. Ouais. J'ai également une newsletter, tu vois, donc tout ça à gérer solo, c'est pas mal prenant. Ouais, c'est un peu de temps. Ouais. Et ouais, tu dois connaître ça. Et, et à côté, en fait, de toute cette création de contenu, donc je propose plusieurs offres. Ouais. Une pour des entreprises où je les accompagne, en fait, à utiliser l'intelligence artificielle par corps de métier. Ouais. Donc, j'ai en fait 2 offres qui peuvent être intéressantes pour les entreprises. La première, c'est un pack fondation, pack découverte, où voilà, je montre un peu l'initiation de l'intelligence artificielle, ce que tu peux faire avec, mais ce que tu peux pas faire aussi avec, pour que ça soit bien clair pour les personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose, et comment avoir des meilleures réponses avec ChatGPT, comment utiliser l'outil, quel autre outil tu peux utiliser aussi autre que la génération de texte pour avancer et gagner du temps. Ça, c'est une première offre. Et une deuxième une offre un peu plus poussée qui demande en fait un audit au préalable, où là, je rentre vraiment dans des cas d'utilisation où je propose d'apporter de la valeur par rapport au métier des personnes, que ce soit voilà, les ressources humaines, le marketing, les sales, le produit du coup, vu que moi, j'étais un ancien product manager. Et voilà, je rentre beaucoup plus dans les détails. Je fournis même des prompts en fait pour aider les gens à la temps. Ouais. Tu vois, des prompts personnalisés par rapport au corps de métier qui peuvent réutiliser des ressources. Et voilà, aujourd'hui, j'ai accompagné déjà 10 entreprises. Ah, c'est bien. Donc, c'est cool. Tout ça grâce en plus à ma création de contenu, en fait. Que le fait d'apporter en fait de la valeur aux gens me permet d'avoir une visibilité et les gens s'intéressent à ce que je fais et me contactent à ce niveau-là. Ouais, puis t'arrives au bon moment dans le sens où alors on va en parler un petit peu et peut-être on va définir un peu là dans cet épisode ce qu'on entend par intelligence artificielle, parce que tu le disais, en fait tout le monde découvre un peu l'intelligence artificielle aujourd'hui par l'intelligence artificielle générative. En fait, l'intelligence artificielle, elle existe depuis très longtemps. Tout ce qui va être même ossérisation, etc., c'était déjà de l'intelligence artificielle. Même pour te couper, je sais pas si tu te souviens d'un bot qui avait été lancé sur Twitter qui est devenu raciste en 24 heures. C'était à peu près la première fois que j'ai entendu parler d'intelligence. Ouais, il y a eu des trucs comme ça aussi. Ouais. Et donc en fait, elle est là depuis très longtemps et là, d'un seul coup, il y a eu cette espèce d'accélération avec Midjourney, les premières images qu'on a vues. Je me rappelle le pape dans sa doudoune, des trucs comme ça qu'on défrayait la chronique. Et là, on s'est vraiment dit, waouh, il se passe un truc. Et c'est là, moi, à ce moment-là, alors un peu en retard finalement, mais en retard, juste au début où vraiment j'ai commencé à creuser un peu le sujet et à me dire, attends, il se passe un truc. Et de par mon métier à côté, donc je travaille chez Canon, je te le disais en préambule de l'émission, il y a un vrai sujet puisque la photo aujourd'hui est très impactée par l'intelligence artificielle. Et du coup, ça me paraissait important de m'y intéresser pour mieux la connaître. Et forcément, quand tu commences à gratter, tu t'y intéresses de plus en plus, tu découvres des choses et la puissance en fait de l'outil. J'ai fait un colloque il n'y a pas très longtemps dans mon ancienne école d'ingé, justement sur l'IA avec d'autres personnes qui s'en servent notamment pour la prédiction de maintenance. Donc c'est des choses où aujourd'hui, par la data qui est derrière, en fait, ils arrivent à dire, bah voilà, ce type de machine ou ce type de pièce, statistiquement parlant, il y a X chances qu'elle tombe en panne au bout de 25 jours, 30 heures et 37 secondes. Et donc, ils sont capables de dire, bah, on va faire la maintenance juste avant, plutôt que de faire une maintenance préventive comme tu le ferais sur ta voiture. En fait, ils sont capables d'aller intervenir juste au bon endroit, directement, pour, en fait, quelque part sauver du temps et de l'argent, puisque tu fais plus de maintenance préventive à changer des pièces qui sont peut-être encore bonnes, en allant juste changer le truc. Donc, ça va très très loin, en fait, aujourd'hui, dans ce qu'on peut faire. On n'est même pas sur de la génération d'images, on est plus sur de l'analyse d'images. Là, on est sur de l'analyse d'images,
ou sur de l'analyse de data pure. Donc c'est vraiment, en fait, c'est très très large. Ça peut impacter plein de métiers. Je pense aux radiologues, je pense. Ouais, on va y revenir. On va y revenir. Même dans nos appareils photo, tu vois, de pouvoir détecter un humain, que l'appareil sache que ça c'est un visage et ça c'est un œil. Déjà, c'est une forme d'intelligence artificielle. Pour l'exercice, je trouvais drôle de demander à ChatGPT de me faire les questions de l'interview. Donc on va regarder un peu ces questions-là. Globalement, je les ai trouvées assez pertinentes. Alors, elles sont peut-être formulées un petit peu à la ChatGPT parce que je ne suis pas allé forcément dans le détail de lui demander de me le formuler comme moi je l'aurais dit. Donc la première, tu m'as parlé de ton parcours, mais du coup, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a, toi, amené à te spécialiser dans cette intelligence artificielle? Yes, donc ouais, comme je te le disais, moi j'adore ça. Et je me suis rendu compte en fait au fil de mon utilisation avec ChatGPT et le fait qu'il s'améliore aussi de semaine en semaine et que toutes les grandes entreprises en fait s'y mettent à proposer de l'IA. Je pense à Google avec Gemini, Microsoft avec Copilot, il y a même la suite Adobe avec Firefly. Ouais. Il y a vraiment toutes les grandes industries, tu vois, qui s'y mettent. Et sauf Apple, là, qui sont pas encore Apple à traîne, qu'on attend beaucoup, justement, sur la keynote qui va avoir lieu là en juin, qui vont nous proposer le prochain iOS, donc la prochaine version d'Apple qui sera très certainement avec beaucoup d'IA. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire que les gens vont s'y intéresser fortement, tu vois, c'est ces grands groupes-là qui dirigent un petit peu nos tendances. Et c'est vrai que il y a plein de choses qui vont arriver trop cool à ce niveau-là. Ouais. Puis c'est sûr que si Apple commence à s'en mêler, tu te dis, bon, ils doivent avoir à peu près 50% des smartphones dans le monde. Peut-être un peu moins, mais on ne doit pas être très loin de ça. Donc forcément, tu touches beaucoup de monde là d'un coup, quoi. C'est clair. Et voilà, donc il y a beaucoup de boîtes qui ont lancé des outils incroyables. Et moi, à force d'y toucher et de m'y intéresser, j'ai vu que je pouvais gagner énormément de temps dans mes tâches que je faisais quand j'étais salarié. Et je réfléchissais comment je pouvais mettre en place des actions pour aider les gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose ou qui ont été déçus par l'IA générative. Je pense aux personnes qui sont arrivées sur l'outil, qui ont posé une question, qui ont vu que c'était des réponses un peu robotisées, pas très humains, entre guillemets. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui ont été déçus par l'outil, il y a des gens qui disent que ça porte pas assez de bonne valeur, les résultats sont pas assez bons. Et en fait, quand tu te penses sur le sujet, quand tu commences à t'intéresser à l'outil, à connaître comment il fonctionne, tu peux avoir vraiment des résultats qui sont vraiment bien et qui peuvent t'apporter beaucoup de valeur. Je pense que c'est un peu comme si je te disais que l'intelligence artificielle fait 70% du débit du travail et toi, il te reste les 30%. En fait, ce qui est cool, c'est ça t'empêche d'avoir le syndrome de la page blanche. Ça peut créer en fait quelque chose devant toi pour ensuite aller plus loin. Et quand tu es un peu créatif et que tu allies différents outils, tu peux faire des trucs vraiment très très cool. Ouais, complètement. Je te rejoins sur ce côté gain de temps. Moi, je m'en sers de plus en plus et pour plein de trucs. Je te rejoins aussi sur le côté quand tu poses la première question, en général, le résultat il est un peu bof, quoi. Mais c'est un peu comme tout, en fait, quand tu apprends à te servir d'un outil, quel qu'il soit, ton premier jet, en général, c'est pas une folie. Et on y reviendra, on en reparlera peut-être un petit peu après, alors soit au travers des questions, soit même entre nous. Il faut que les gens comprennent qu'en fait, l'IA, c'est comme si tu parlais à un nouveau-né à chaque fois que tu commences une conversation. Il ne sait pas ce que tu vas lui demander, il ne sait pas le contexte, il ne sait pas, en fait, il ne sait pas de quoi tu parles, quoi. Donc, tu as une notion d'éducation à lui donner avant de lui demander réellement quelque chose, c'est-à-dire de lui donner au moins des éléments de contexte, lui dire ce que tu fais. Typiquement, là, pour les questions que je lui ai demandées, je lui ai dit, d'abord j'ai un podcast, je fais une interview ce soir de quelqu'un qui est spécialisé dans le podcast, ça serait quoi les questions que je peux lui poser? Et déjà, il sait que c'est à peu près vers ça qu'il faut aller. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle un peu le prompt engineering, le prompting. C'est vraiment la manière de envoyer ta requête et avoir des bons résultats. Et il y a vraiment des choses que tu peux mettre en place, définir un rôle, tu vois, comme tu viens de le dire, genre par exemple tu gères
un podcast, tu es expert en création de contenu et tu viens de lancer un podcast dans tel domaine. La tâche, donc je reçois quelqu'un avec qui je vais parler d'intelligence artificielle. Mon objectif, c'est d'avoir 10 questions qui sont super pertinentes pour attirer mes auditeurs, qui m'écoutent, mes auditeurs. Tu crées du contexte, tu crées le ton que tu veux mettre en place dans tes questions, le format que tu veux. Donc, je veux une liste de 10 questions. Voilà, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Et moi, j'aime beaucoup ici l'exemple du stagiaire, en fait. Oui, c'est pas mal aussi. C'est un peu, tu vois, un stagiaire qui sort de grandes écoles, qui est très bon, qui a beaucoup de savoir, mais voilà, il doit être guidé pour faire bien les choses, tout simplement. Et tu dois l'alimenter, tu dois lui montrer comment on fait. Tu vois, par exemple, si tu veux qu'il te crée, moi, je sais pas, un post LinkedIn, si tu demandes à un stagiaire qui crée un post LinkedIn, sa réponse, elle va pas forcément être top. Tandis que si tu lui dis, voilà, je veux que tu te bases sur tel post pour réfléchir à ton post, je veux que la phrase d'accroche, c'est quelque chose de très important quand tu fais un post, donc il faut que la phrase d'accroche elle soit très pertinente pour que les gens en fait lisent la suite. Tu vois, c'est comme ça en fait que tu interagis avec l'IA. Et c'est des choses, des bonnes manières à mettre en place qui permettent d'avoir des résultats totalement différents que si tu poses des questions un peu comme si tu étais sur Google. Ce qui est un peu le réflexe de tout un chacun au départ, quoi. Exactement. Du coup, première vraie question. On va s'intéresser aux évolutions récentes parce que tu le disais tout à l'heure, elle évolue de jour en jour et on le sent, on le perçoit, même les images, notamment sur les photos. Pendant un moment, tu avais des mains à 6 pouces, des choses qui étaient bizarres. Ça y est, ça a quasiment déjà disparu. Et je parle de ça, c'est pas si vieux, ça a moins d'un an. Quelles sont les avancées les plus significatives en IA que tu as pu observer, toi, là, entre fin 2023 et début 2024 ? Déjà, il y a eu un énorme cap entre GPT-3 et GPT-4. Vraiment, j'ai senti une vraie différence, moi, tout de suite, quand je suis passé à la version pro, donc c'est la version payante. Il y a eu quelque chose aussi très récent. En fait, ils mettent des fonctionnalités en permanence, OpenAI, et ils communiquent pas vraiment bien dessus. Donc, je trouve ça assez dommage. C'est pour ça qu'il faut suivre des gens un petit peu comme moi pour être informé des nouveautés. Et puis voilà, tous les jours, quoi. Donc, pour le coup, c'est important d'avoir des gens qui font ce travail de synthèse. Là, pour donner un exemple, tu vois, il y a une semaine, ils ont lancé une nouvelle version de GPT-4, qui n'est pas très connue, mais qui est la GPT-4 Turbo. Donc maintenant, tout le monde l'utilise quand tu as la version payante. Mais il est beaucoup moins bavard, il est beaucoup plus réactif. Quand tu lui demandes de générer une photo, qu'il y a un élément qui te déplaît sur la photo, tu peux lui demander de l'enlever, l'élément. Donc, tu vois, tu peux changer des éléments à l'intérieur d'une photo qu'il a créée. Il y a plein de petites nouveautés comme ça qui sortent au fil des semaines qui sont ultra intéressantes. Et surtout, il y a énormément d'outils qui sont vraiment très impressionnants. Je pense par exemple à quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est le multimodal. En fait, c'est ce qu'on a découvert avec GPT-4, c'est qu'il arrive à analyser des visuels, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Moi, pour te donner un exemple là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'avais une image avec un tableau. Et sur le tableau, à droite, il y avait une trentaine de chiffres. Et j'avais besoin de faire la moyenne de tous ces chiffres. Donc, tu vois, de tous ces chiffres, exactement. Donc, j'aurais pu mettre la photo sur le coin de mon ordi et taper un par un les chiffres pour ensuite avoir une moyenne. Donc, en plus, compter le nombre de lignes qu'il y avait. J'ai tout simplement publié ce visuel sur ChatGPT. Je lui ai demandé, fais-moi la moyenne de la dernière ligne du tableau avec tous les chiffres. Et il a réussi en fait à analyser l'image, à ressortir chacun des chiffres et à me faire une moyenne en 3 secondes. Donc ça, c'est un exemple que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 jours, j'ai fait ce cas d'usage et je trouve ça fou en fait. C'est ce qu'on appelle le multimodal. C'est le fait qu'aujourd'hui, ChatGPT peut interagir pas seulement avec du texte, mais avec l'image, analyser l'image et aussi avec le son. Et ça, c'est très très pertinent également. Et sur cet exemple que tu donnes, parce que comme pour le stagiaire, on le disait tout à l'heure, la confiance n'exclut pas le contrôle. T'as fait la vérif pour t'assurer qu'il s'était pas planté ou...
Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu t'en rends vite compte quand il se trompe, mais parfois, comme tu dis, il peut se tromper, il peut halluciner. Et c'est ce qu'on appelle des hallucinations, en fait, dans le secteur du langage. Et c'est important, moi je sensibilise beaucoup à vérifier ses sources, à toujours, là avec justement une autre fonctionnalité qui a été mise en place, c'est les GPTs, donc les GPT avec un S où tu peux directement en fait donner de la ressource à l'assistant personnalisé. C'est comme un ChatGPT, mais tu lui donnes des informations. Ouais. Et grâce à ça, tu peux te baser sur des réelles sources, des réels documents, des PDF, des sources vérifiées, et lui demander de travailler dessus. Ça te permet en fait d'avoir des résultats qui sont plus sûrs, pertinents, entre guillemets. Donc c'est important de vérifier ses sources, c'est sûr. Mais voilà, il y a énormément d'outils en tout cas qui m'impressionnent. Moi, pour donner un autre exemple, là, récemment, j'ai fait un meeting avec une boîte. Et à la fin du meeting, je raccroche et je reçois un mail 3 minutes après avec un résumé total de tout ce qu'on venait de dire dans le meeting. Et l'étape d'après. C'est ça aussi, oui. Enfin voilà, tu vois, c'est un service qui s'appelle Meetgeek, je crois, un truc comme ça. Ouais, alors t'en as plusieurs, mais je sais plus lequel j'avais utilisé. Je pourrais le retrouver, mais pareil, où j'ai fait un test. Alors dans un truc sans enjeu parce que je gère potentiellement des choses un peu confidentielles et j'ai quand même cette notion de me dire bon, je sais pas trop où ça va, mais le truc te fait un résumé ultra précis, il est capable de te donner des éléments de contexte, d'avoir un espèce de ressenti. Alors c'est une vulgarisation parce que je pars du principe que ça n'a pas de ressenti, mais de te donner, tiens, telle personne était un peu plus énervée, donc en gros il te dit sur un ton plus fort parce qu'il a entendu que c'était plus fort, donc il te l'explique, il te le dit, donc tu te dis ça devait être un peu chaud, et il est capable de te synthétiser le truc avec le rappel des actions à la fin, assez puissant. Exactement. Et tu te dis alors ça peut être tendu parce que effectivement on sait pas encore où est-ce que ça va, et on se dit si demain ça s'intègre dans des outils type Microsoft Teams ou même sur quelque chose qui peut être sécurisé, la puissance du truc devient dingue. Enfin, le gain de temps pour faire des comptes rendus de réunion. Moi, je vois les gens qui font les comptes rendus de réunion en réunion. En général, c'est ceux qui écoutent rien parce qu'ils sont ils écoutent rien. Ils écoutent tout, mais du coup, ils écoutent rien parce qu'ils sont pas focus sur ce qui se dit. Ils sont focus sur réécrire tout ce qui se dit. Et du coup, ils n'enregistrent pas l'info, alors que là, pour le coup, on peut vraiment se concentrer sur l'échange et avoir le résumé à la fin, quoi. Donc ça, c'est assez fou. Ouais. Et Meetgeek, le fait. Il y en a une ou deux autres qui le font. Il y en a pas mal qui le font. C'était les extensions Chrome. Les extensions, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sous-coté, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent, mais voilà, il y a énormément d'extensions qui se sont créées dans le domaine de l'IA que je trouve vraiment très intéressant. Je pense par exemple à Guide, je ne sais pas si tu en entendais parler. C'est un outil qui te permet en fait de créer des étapes step by step. Juste, tu cliques sur un bouton, tu fais une action sur ton navigateur et il te retranscrit toutes les actions que tu as fait dans un document. Plus, il te crée une vidéo. Donc c'est top, tu vois, pour onboarder des gens, pour montrer comment faire telle chose ou telle chose dans un outil. C'est la version améliorée de la macro enregistrée d'Excel, quoi. Exactement. Et tu vois, il y a des extensions aussi qui existent pour toute la suite Google Doc, donc je pense à Excel, Slide, Doc. Ça s'appelle Workspace, GPT Workspace. D'accord. En fait, il y a des trucs fous que tu peux faire, par exemple, avec Google Sheet. Donc, par exemple, tu peux créer une commande en demandant à ChatGPT d'interagir avec ton Excel. Par exemple, tu lui demandes une liste de 10 légumes. Hop, il te crée dans les cellules 10 légumes. Ensuite, à côté, tu crées une liste. Tu lui demandes, en fait, sur la première case, quelle est la couleur de ce légume. Donc, lui, il analyse, en fait, la cellule d'avant. Et il te dit rouge, c'était une tomate. Et ensuite, tu as juste à tirer les cellules. Et il te génère directement les couleurs des différents. C'est joli, tu vois. C'est pour te donner un exemple concret. Donc, je te laisse imaginer la possibilité de choses que tu peux faire avec ça. Imaginons que tu as un Excel avec des numéros et
les plus 33, en fait, les Peut-être mettre le bon indice, le pays, des choses. indicatifs de pays, c'est ça. Tu lui demandes quel numéro, ce numéro, quel indicatif de quel pays il provient. Voilà, sur ta première ligne, tu as juste à tirer les cellules et il te génère du coup tous les pays te proviennent tes numéros. Donc tu peux créer en fait vraiment des bases de données et ça peut t'aider vraiment à interagir avec Excel beaucoup plus facilement. Ça m'a vraiment surpris, tu vois, quand j'ai appris l'existence de ça. Ouais, puis ça te permet même en fait, de parler un peu français pour obtenir un truc que avant, fallait générer ta formule pour avoir le truc. Là, tu parles français et lui fait le travail, quoi. Excel, c'est l'outil le plus utilisé dans le monde, je pense. Ça a des millions d'utilisateurs et c'est très dur, en fait, d'être bon dans les commandes et dans tout ce qui est... je pense que la plupart des utilisateurs l'utilisent à très très en dessous du potentiel, ouais. Et 10% encore, je pense qu'on est déjà pas mal. Mais ouais, tu peux aller vraiment très très loin. On parlait justement de ces IA qui te permettent de faire des comptes rendus, des choses comme ça. Petite question de ChatGPT, quels sont les principaux défis éthiques posés par les nouvelles capacités de l'IA? Comment travaille-t-on? Comment ton travail y répond? Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, imagine un médecin qui utilise ça dans son cabinet pour, au lieu de prendre des notes, moi je me rappelle des médecins qui parlaient au dictaphone et qui le filaient à l'assistant. Ah oui. Alors ça se fait plus trop, mais il y a eu une époque où ça se faisait beaucoup. À l'époque où ils avaient tous des assistantes, c'est moins le cas. Là, pour le coup, on pourrait imaginer qu'ils utilisent un outil comme ça. On peut se poser la question justement de où va l'information. Donc est-ce que tu as une réponse à ça? Faut savoir, faut vraiment... Il y a plusieurs en fait impacts que l'IA peut avoir dans notre société. Je pense que la désinformation fait partie des choses qui, moi, me font entre guillemets le plus peur, où je pense que les États vont devoir s'intéresser sur le sujet. J'ai vu par exemple une info là récemment que Meta allait mettre en place des systèmes pour donner l'information à l'utilisateur si c'était du contenu généré par l'IA ou pas. Donc en fait, je pense qu'il y a des outils qui sont en train de sortir pour déterminer si c'est généré par une IA ou pas, que ce soit visuel ou du texte. Et ça va grandement nous aider dans tout ce qui est désinformation, qui est un sujet vraiment très actuel aujourd'hui avec le deepfake. Je sais pas si tu as vu un petit peu les avancées que tu peux faire. Moi, j'ai créé mon propre avatar, par exemple, grâce à un outil qui s'appelle Agen, à partir d'une photo. Je lui donne une photo et j'ai plus qu'à mettre à transcrire le texte que je veux dire, et il me génère un avatar de moi en train de parler très naturellement, avec limite le son de ma voix. Donc, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ouais, c'est chaud. Et demain, il y a beaucoup de gens qui vont, je pense, s'amuser à faire ça, et il va falloir trouver qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et ça, c'est des sujets qui sont très, très en vogue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'outils, donc, comme je te disais, pour pallier à ça, qui vont sortir, qui vont nous permettre d'avoir plus de véracité des informations. Ouais, et puis c'est un peu l'escalade, le truc, parce que... et là, il y a eu notamment, je crois, des choses avec Zelensky, notamment, où ils lui ont fait dire un peu tout et n'importe quoi. Enfin, les gens commencent à porter plainte parce que forcément, les gens se servent de ça avec des acteurs, des comédiens, des célébrités, etc., pour leur faire dire tout et n'importe quoi. Alors, à la base, ça part d'une blague, dans certains cas, pas dans d'autres. Mais voilà, faire attention, effectivement, à ce qu'on fait aussi, quoi. Je sais pas si tu regardes YouTube, mais Cyprien, le youtubeur qui est assez connu, il a fait une vidéo là il y a quelques jours. C'est lui qui a porté plainte, je crois. Ah oui, certainement. En fait, oui, il a porté plainte parce qu'il y a des personnes qui utilisent sa notoriété pour faire la promotion de jeux, d'applications mobiles, et t'as la voix de Cyprien qui dit je viens de créer cette application, téléchargez-la, je vous fais gagner de l'argent et tout. Donc les personnes qui sont un peu plus vulnérables, potentiellement dans le panneau. En tout cas, s'il y a des pubs de ce style, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Et là, je pense par exemple aux élections présidentielles aux États-Unis. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte de créer beaucoup de problèmes. Enfin,
ces nouveautés-là. Ouais, c'est clair. Et je sais pas si tu as entendu parler de Sora, le nouveau, nouvel outil d'OpenAI qui va sortir là dans pour la vidéo. Pour la vidéo, exactement. Ouais, ça va être en fait un DALL-E ou un mid-journée, mais pour de la vidéo. C'est-à-dire qu'avec un simple texte, tu vas pouvoir générer une vidéo de plusieurs secondes. Et il y a des démos qui ont été proposées sur leur site que je conseille d'aller voir, qui sont vraiment hallucinants. On espère que ça se rapproche de ça, de leur démo. C'est vrai que la plupart des boîtes gonflent un petit peu leurs démos. Je pense à Google là, qui s'est fait avoir sur une démo où ils ont surestimé un petit peu Gemini, où il y a eu des polémiques à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas... c'est un peu l'escalade de qui aura le dernier mot. Je pense qu'à la fin, là, tout le monde génère. T'as OpenAI, t'as Google, t'auras probablement Apple, même si a priori ils sont un peu en retard et ils vont s'appuyer sur d'autres dans un premier temps, je pense. Mais je pense qu'ils travaillent fort pour pouvoir sortir quelque chose de leur côté. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Au moment du pic, tu as tous les trucs qui sortent et puis à la fin, il en restera que quelques-unes. Mais en attendant, faut faire un peu le tri, quoi. Et au-delà de l'éthique, du coup, donc on le rappelle, mais c'est toujours essayer de vérifier ses sources, en tout cas le plus possible, c'est important. L'autre impact, et ça c'est ce que j'ai beaucoup entendu, notamment aussi sur le colloque, c'était une des questions. Je parlais de maintenance prédictive, les gens ils se disent mais du coup est-ce qu'on aura encore besoin d'ingénieurs, est-ce qu'on aura encore besoin alors le technicien peut-être parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour tenir le tournevis, tu vois, mais c'est encore que ça se discute, mais du coup il y a encore la question de ChatGPT. Ce qui est bien, c'est qu'il se tire des balles dans le pied tout seul, ou pas. C'est comment l'IA transforme-t-elle le paysage de l'emploi, et donc ça j'ai à moitié répondu à la question. Mais quels secteurs, selon toi, sont les plus affectés? Bien sûr. Bah écoute, moi je fais partie des personnes, qui pensent que l'IA ne va pas nous remplacer. Il y en a beaucoup qui disent bon bah l'IA, voilà, ça va nous remplacer, on va tous perdre notre emploi. Je pense que sur certains secteurs, ça a vraiment de l'impact. Je pense par exemple aux chatbots, des personnes qui faisaient du service après-vente. Qui devaient répondre au téléphone et analyser des retours utilisateurs, des choses qui vont pas et leur donner des solutions. Ça, j'ai entendu des histoires des boîtes qui ont été complètement bouleversées par l'intelligence artificielle. Mais globalement, moi, je suis plus de l'avis que ça va plus nous augmenter, nous améliorer, que nous remplacer. Je pense que l'humain, il a traversé beaucoup de choses avec la révolution industrielle, l'Internet, on a toujours vécu des bouleversements, là, surtout ces 100 dernières années. Et je pense qu'on s'adapte. Il y a du bien, du mauvais, comme à Internet, comme les réseaux sociaux, partout. Mais je trouve que, voilà, avec un peu de créativité, on peut faire des choses vraiment folles. Et tu peux convertir les choses et faire en sorte que ça soit un outil qui soit favorable, en fait, à l'humanité, tout simplement. Ouais, moi, je compare souvent ça aux fusées. Je dis les fusées, ça sert à envoyer des gens sur la Lune, mais ça sert aussi à envoyer des bombes sur les gens. Donc, c'est pas le produit le problème, c'est ce qu'on en fait, je pense. Ouais, exactement. Mais voilà, aujourd'hui, ça donne des opportunités. Aujourd'hui, tu peux avoir aucune connaissance en design ou en création de visuels. Tu vas sur un outil comme Canva, tu peux créer facilement des choses qui sont vraiment pertinentes. Tu peux détourer des éléments très facilement. Avant, il fallait quoi? Il fallait maîtriser Photoshop. Il fallait avoir passé 10 heures sur le logiciel. Aujourd'hui, avec un simple prompt, tu crées des environnements sur des images. Comme je te disais, avec Firefly... et la suite Adobe, je sais pas si tu as vu la Photoshop. Moi, je sais que j'étais un utilisateur de Photoshop. Aujourd'hui, je vois les détourages, etc. C'est une folie. Dingue, quoi. Ouais, c'est une folie. Les personnes qui utilisent Photoshop dans les agences, ils ont beaucoup moins de travail qu'avant. Tu gagnes un temps fou. Et moi, je me disais, justement, j'ai fait des tests avec Firefly quand il est sorti. Alors, il n'était pas encore parfait, mais... Mais déjà, quand tu sais lui dire quoi, ça devient vraiment puissant. Et combiné à d'autres AI, tu peux faire des trucs de fou.
Et j'ai sorti une photo de lion en disant bah voilà, je voudrais une lionne avec son lionceau au clair de lune. Ça, c'était le truc. En clair obscur, ça, c'était le prompt vraiment de base. Mais de base. Bon, il m'a sorti une espèce de bouse. À aucun moment, tu pouvais dire que c'était une photo. Donc, j'ai dit bon, ok, ça va pas. J'ai repris ce truc-là, je l'ai balancé dans ChatGPT en lui disant améliore-moi le prompt. Donc, déjà, il m'a sorti un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus détaillé. Je l'ai rebalancé dans Firefly. Déjà, j'avais plus la même chose. Je lui ai remis une photo d'Inspire en disant c'est plutôt ça que je veux. Donc, 3e itération, et il me sort une photo. Je l'ai montré à plusieurs personnes. Personne n'a rien vu. Hein. C'est ouf. Pire, il m'a sorti des grands photographes en me disant ah, c'est machin qui l'a faite. J'ai dit non, c'est l'IA. Et là, ça met un coup d'arrêt à tout le monde en disant putain, ouais, c'est chaud. Bien sûr, c'est vraiment bluffant. Et là, je sais pas si tu as vu, la suite Adobe vient d'annoncer des nouveautés sur Premiere, sur tout ce qui est création vidéo. Ouais, j'ai vu un post passer. Ouais. Éléments vidéo, tu peux ajouter. C'est voilà, il y a toute la suite qui commence à être bien performante. Donc, je trouve ça vraiment très pratique pour tous ces gens-là. Pour tout le monde, c'est un gain. En fait, moi, je le prends vraiment comme un gain de temps. Je pense tu auras des impacts sur des emplois, tu le disais. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu en fais. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, être graphiste, je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir des petites perles au front. Gouttes au front. Non, mais après, ça reste de la création. Donc, tu vois, je pense que l'humain sera toujours là pour apporter sa patte créative, etc. Mais ça va juste permettre d'être encore plus créatif et de nous dépasser, en fait, tout simplement. Donc, on pense que c'est ça. Et tu vois, quand je pense à tout ce qui est encore création de vidéo, avec Runway, tu peux animer en fait des images, faire des trucs vraiment sympas. Et un secteur, en fait, moi, que je trouve vraiment dingue, c'est le secteur de la traduction. Donc, tout ce qui est traduction, ça va... Moi, je pense à des chaînes YouTube, tu vois, comme MrBeast, par exemple. Je sais pas si tu as vu, MrBeast, qui est le plus grand YouTuber du monde. Il a, en fait, créé d'autres chaînes par pays. Et il a traduit ses vidéos, tellement qu'il a de viewers. Et en fait, il a fait ça un petit peu trop tôt, à mon avis, parce que je pense que dans les prochaines années, YouTube va pouvoir mettre en place des traductions automatiques de tes vidéos dans toutes les langues et dans toutes les déclinaisons. Ils vont pouvoir analyser ta voix, reproduire ta voix. Tu vois, quand tu vois des outils comme Even Labs, je sais pas si tu as été faire un tour sur cet outil, c'est complètement dingue. Tu peux lui donner ta voix, te parler pendant 3 minutes, et il te ressort quelque chose qui est très similaire à ta voix, et tu peux lui faire dire n'importe quoi. Aujourd'hui, sur YouTube, ils arrivent à te traduire automatiquement tes vidéos. Ça a quelques années. La next step, ça va être de pouvoir directement traduire la voix. C'est fou, hein. Et il y a des trucs de fou comme ça, donc je pense que ça va bouleverser beaucoup d'accélération. On y reviendra d'ailleurs parce que c'est une des questions. Mais du coup, ça ouvre un champ des possibles. On l'a un peu abordé, la partie régulation. À ton avis, quel type de régulations sont nécessaires pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA? Déjà, est-ce qu'il en faut? Et s'il en faut, ce seraient lesquels? Ouais, comme je te disais, l'IA, ça va être de plus en plus régulier. Hein. Je pense que là, les dirigeants commencent vraiment sérieusement à s'intéresser sur le sujet. Et des grands groupes comme Meta sont en train de mettre en place là des outils pour lutter contre la désinformation et faire en sorte que on sache, nous en tant qu'utilisateurs, si c'est créé par l'IA ou pas. Et j'ai un outil aussi que j'ai découvert là, j'ai perdu le nom, mais qui permet en fait de copier du texte. Tu colles le texte dans cet outil et il arrive à te donner un pourcentage de si ça a été créé par l'intelligence artificielle ou pas. Donc ça peut être un outil, tu vois, qui est très pratique pour, je sais pas moi, les professeurs qui veulent savoir si leurs élèves ont triché ou des choses comme ça, potentiellement, ou même les recruteurs, tu vois, les ressources humaines, ceux qui reçoivent toute la journée des lettres, des candidatures, des lettres de motivation, ce genre de choses. Aujourd'hui, j'imagine que doivent tous être créés par ce genre d'intelligence artificielle. Il y a moyen, oui. Et tu vois, il y a des outils en fait qui sont en train de sortir. Moi, je pense qu'ils vont pallier à tous ces problèmes que peuvent causer en fait l'intelligence artificielle. Ok. Du coup, IA et société.
Donc, bientôt, on parlera tous toutes les langues. C'est cool. Ouais. Du coup, comment, on l'a un peu dit, mais comment l'introduction de l'IA dans notre quotidien va changer notre manière de vivre, d'apprendre et d'interagir avec les uns avec les autres. Parce que même si on parle tous toutes les langues virtuellement, une fois que tu vas te déplacer, il va y avoir un petit sujet potentiellement. C'est clair. Donc, Non, mais là, on rentre dans des sujets. Ouais, c'est un peu métaphysique, un peu psychologie. métaphysique. Genre, Métaphysique. revenu universel, tu vois, dans 10 ans, plus personne pourra travailler, on va se remplacer. Moi, j'ai pas trop, en fait, cette optique-là. Moi, je pense que de toute façon, ça nous tombe dessus, tu vois, les outils sont sur le marché, on pourra jamais les enlever. Maintenant, notre solution, c'est soit on s'adapte, soit on se forme, soit on reste positif et on maîtrise l'IA avant qu'on se fasse maîtriser par elle, ou que, tu vois, ton concurrent qui maîtrise l'IA plus que toi te dépasse et soit plus performant que toi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se renseigner, il faut se tenir informé des choses. Et malheureusement, je pense que les personnes aujourd'hui qui sont pas nées à l'époque ordinateur, tu vois, moi je suis né avec un ordinateur, donc c'est vrai que j'ai ce réflexe de m'informer, j'ai ce réflexe de un peu autodidacte, de me former un peu sur YouTube, de regarder des vidéos, de m'intéresser à des sujets. Je vois mes parents, la dernière fois, je leur ai montré un petit peu ChatGPT, ils étaient juste dépassés, quoi, ils étaient choqués, ils me disaient... tu sais, en plus, tu peux montrer des trucs qui sont un peu effet waouh. Un peu waouh, ouais. Génère-moi un tableau et donne-moi des idées de posts pour mes 10 prochaines publications. Fais-moi un calendrier éditorial. Fais-moi, tu vois, tes coachs sportifs. Fais-moi le programme d'entraînement. Fais-moi un programme d'entraînement. Tu vois, tu montes des trucs comme ça un peu. Moi, j'ai montré ça il y a pas longtemps, c'était un peu choqué. Alors, un truc que j'ai montré aussi, c'est que j'ai pris en photo la bibliothèque de mes parents. Et j'ai dit à mon père, combien de temps ça te prendrait là de ranger, en fait, de sortir ces livres, de noter leurs titres, leur date de parution, etc. dans un tableau. Je sais pas, ça me prendrait toute la journée, quoi. Et moi, j'ai pris en photo, en fait, la bibliothèque. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un tableau avec les titres des livres, les auteurs et la date de sortie. Et en 5 secondes, il m'a sorti un tableau avec, tu vois, une vingtaine de livres. T'as fait ton indexation de bibliothèque en 3 secondes. Putain. C'est ça. Genre, tu vois, mon père, il était là et il disait... Bon, bah écoute, voilà, ça c'est fait. Putain, ouais. Non, là, ça va vraiment loin. Et moi, je le vois même sur de la créa pure d'images, etc., en support et tout. C'est une folie. Et là, ce que tu me disais tout à l'heure, que maintenant, tu peux retoucher des éléments dans l'image qu'il a générée, ce qu'il faisait pas il y a pas très longtemps. En gros, tu me disais, ça va pas, il te régénère un truc. Ouais, là, ça devient vraiment pointu, quoi. Ah, c'est cool. Et du coup, le futur de l'IA, comment tu vois les évolutions là dans les 5 prochaines années? Bah déjà, je pense que OpenAI vont vraiment vont continuer à améliorer leurs produits. Je sais pas si tu as vu tout l'argent qui a été investi là dans cette boîte, c'est assez lunaire. C'est un peu du jamais vu. On est vraiment sur une boîte qui a dépassé le million d'utilisateurs en 4 jours. Des boîtes comme Spotify, Airbnb, Netflix, il leur a fallu des années pour atteindre ce niveau-là. Donc on est sur un truc sans précédent. Et je pense qu'ils vont... là, ils ont déjà programmé des sorties d'outils, des annonces. Donc on parlait de Sora, donc la génération de vidéos. Ils ont annoncé aussi un autre outil de voice qui va permettre en fait de copier ta voix, tout simplement, pour encore pour la création de contenu, ou même pour les personnes en situation de handicap, ou pour la traduction, ça va être un truc assez dingue. Il y a d'autres boîtes un peu folles, je pense à Elon Musk avec Neuralink, là, qui veulent nous implémenter des connecter les machines directement à notre cerveau. On voit des exemples de vidéos qui tournent un peu de... En fait, là, aux États-Unis, il y a les premières tests sur des humains qui ont été faites. Les États-Unis ont autorisé en fait les tests sur des humains. Et tu vois vraiment des gens jouer aux échecs sans rien toucher, juste avec leur pas. J'ai vu, ouais. C'est fou. Moi, tu vois,
je pense, on est obligé quand on voit ça de penser à des films un peu de science-fiction, genre Vanilla Sky ou des choses comme ça. Je sais pas si tu. Ouais, t'as un petit côté Matrix aussi, ouais, mais. Ouais, Matrix, clairement. Et bon, faut pas trop se faire matrixer non plus, mais c'est vrai que quand tu y réfléchis, je pense que demain, on sera juste augmenté par tout ça. Dans notre smartphone, on va pouvoir prédire un petit peu tes humeurs en analysant les messages que tu peux rédiger et te proposer, je sais pas moi, des playlists par rapport à ton humeur. Tu loupes un appel, tu as un message vocal, la personne qui t'a laissé un message vocal, l'IA l'analyse et te faire une retranscription texte, tu vois, au bon moment de la journée, là où tu es dispo, tu vois, parce qu'il a analysé que tu étais occupé, que tu avais des rendez-vous, parce que ton agenda t'avait dit que tu étais surbooké. Enfin, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. On va tous avoir des super assistants connectés. Ça va être dans les petites choses. Et je pense que Apple va être très fort pour nous mettre ça en place. Ouais. Et les grands groupes aussi, hein, je pense aussi à Mistral, tu vois, le petit français qui a essayé de apparemment, il y a eu une grosse mise à jour là récemment, on en a parlé. Tu peux nous en parler rapidement ou... Bah écoute, j'ai pas trop l'information sur la mise à jour de Mistral, mais j'ai plus sur tout ce qui est Claude, l'autre générateur qui est très très en vogue en ce moment, qui explose en fait tous les compteurs en termes de performance, qui est pas encore dispo forcément en France. Il faut tricher un peu. Un petit peu le système pour... Ouais, faut tricher un petit peu. Que j'ai pu tester, et là je peux te dire qu'il y a vraiment des très bonnes choses. Mais sinon, Mistral, je sais pas ce que si tu peux m'en dire. Alors, j'ai pas les détails, je suis pas allé regarder, j'ai pas eu le temps, mais on m'a dit qu'il y avait une mise à jour assez sympa là, donc faut que j'aille me renseigner. Mais hier, tu vois, avec GPT-4 Turbo. Ouais, je pense que tout se suit. Tu vois. Ouais, tout se suit assez vite. C'est vrai que moi j'ai pris un GPT-4 assez vite finalement quand il était dispo. Au début, bizarrement, moi je l'ai trouvé plus dur à gérer. Que le 3,5 parce que le 3,5 c'était un peu la découverte, donc tu mettais des trucs et puis finalement ça sortait un truc pas trop mal. GPT-4, j'ai senti le côté faut être un peu plus précis quoi. Et par contre c'est très bavard en fait. Ouais, très bavard. Et par contre si t'étais vraiment bavard, bien précis, etc., là par contre la transformation était vraiment différente. Donc mais ça devient de plus en plus facile pour tout le monde pour le coup. Clairement. Je pense, tu vois, des choses aussi qu'on avait pas fait qui étaient en vogue comme AutoGPT, en fait, des intelligences artificielles qui sont vraiment très faibles pour brainstormer, etc. Qui ont vite, en fait, été dépassées par, en fait, les avancées de GPT-4 qui, au fur et à mesure, étaient améliorées. En fait, plus on l'utilise, plus il s'améliore. Ouais. Et vu qu'il y a des millions d'utilisateurs et que... Ouais, et puis il arrive à faire il arrive à faire les ponts tout seul maintenant aussi, quoi, quand... Je me rappelle au début, il fallait lui dire tiens, je voudrais générer une image, tu générais ton prompt, fallait que tu le copies, tu le colles dans Dall-E, qui est accessible, hein, qui est vraiment en 2 secondes, tu y es. Maintenant, il te le lâche direct. C'est dingue. Moi, franchement, moi, je suis assez surpris par on n'en parle pas beaucoup et on le voit pas forcément parce qu'on l'utilise pas forcément tous les jours aussi, la création de visuels. Mais moi, je l'utilise de plus en plus là dans ma création de contenu. Et avec certains prompts, tu peux faire des trucs vraiment trop cool. Je pourrais te montrer un petit peu en off tout à l'heure, mais pour par exemple les visuels de packaging, tu peux très bien dire, tu peux générer des fausses promotions de produits, par exemple des paquets de Haribo. En fait, il y a des marques comme ça qui connaissent Lego, Playmobil, Haribo. Et en fait, tu parles de ces marques-là et ils te génèrent des trucs... des faux bonbons Haribo par exemple, mais tu pourrais te dire que c'est vraiment vrai quoi. C'est vraiment vrai. Pareil pour tu vois les céréales, des choses un peu mainstream. C'est fou. Ce qui me fait arriver sur un point important, puisque forcément ça hype de plus en plus, donc de plus en plus de gens vont s'y mettre. Une des questions que moi j'avais quand j'ai eu le colloque sur l'IA, c'était est-ce qu'on doit former les jeunes à l'IA. Et du coup, la question que je voulais te poser là, c'est quel conseil tu donneras à quelqu'un qui souhaite débuter dans le domaine, par où commencer, comment faire
très rapidement, tu donnerais quoi comme conseil? Ouais. Bah déjà, je pense que il y a deux types de choses. Il y a utiliser l'IA pour son utilisation un peu perso. Et il y a des domaines dans lesquels l'IA est fort de base, tu vois. Je pense par exemple les trucs où l'IA peut vraiment t'aider très facilement, c'est résumer des informations, des prises de notes, tu vois. Par exemple, imaginons, tu as des prises de notes un peu brusques, comme ça, il peut te restructurer tout ça, mettre en forme des choses très facilement. Et ça, c'est vraiment très performant. Je pense que tu dois rédiger un mail, je sais pas, pour ton propriétaire, tu veux un truc un peu structuré, ben, en 2 secondes, tu peux générer un mail hyper quali. Pour la traduction, comme je te dis, il est ouf. Franchement, même si tu vois, si tu veux apprendre une langue, je trouve que c'est un outil qui est vraiment top. Si tu veux t'entraîner un peu à utiliser justement ChatGPT, il y a des prompts qui sont très cool que moi je donne justement sur mes réseaux où tu peux faire en sorte que ça soit ton prof d'anglais par exemple, où tu peux interagir avec lui, tu parles en anglais comme si c'était un pote à toi, et lui il te corrige un petit peu là où tu fais des fautes, et tu peux du coup apprendre des langues, tu peux t'amuser à faire des petites choses comme ça. Donc tout ce qui est traduction est très fort, et corriger les fautes d'orthographe aussi. Ouais. Donc si t'es pas très bon en orthographe, tu vois, il y a des extensions, il y a des outils qui existent. Moi je me souviens avant j'utilisais Bon Patron ou Merci App, mais c'est vrai quand tu crées du contenu, les fautes d'orthographe c'est quelque chose d'assez important, même quand tu gères des newsletters, tu vois. Et pour corriger les fautes, c'est vraiment bon là-dessus. Donc je dirais les top trucs de base, c'est résumer de l'info, traduire et corriger des fautes. Ça c'est très simple à tester entre guillemets. Ouais. Pas besoin d'avoir mes trucs. Et pour l'utilisation un peu de ChatGPT dans sa vie perso, bah, on le disait un petit peu avant, il y a des trucs marrants à faire pour lui demander de te coacher, que ce soit le coach sportif, nutrition, tu vois. Genre, par exemple, si tu veux faire un petit programme de sport, si tu as envie de te remettre en forme, tu lui dis un petit peu les types d'activités que tu aimes bien, il va te proposer en fait des petites activités sportives. Pareil, pour ce que tu aimes manger, si tu veux un peu, je sais pas, perdre un peu de poids ou manger plus de trucs, tu peux lui demander, il va te guider, il va te proposer des plats, des trucs cool. Je pense aussi dans l'utilisation perso, il y a tout ce qui est voyage, tu vois. Moi, parfois, je lui dis, ouais, je pars à Rome le week-end prochain, qu'est-ce que tu me recommandes? J'ai que 2 jours, qu'est-ce que je pourrais faire chaque jour, etc. Et te faire un programme détaillé. Moi, je l'ai fait sur une ville que je connaissais. Je l'ai fait sur Lisbonne, par exemple. Je connais très bien Lisbonne, j'ai mon frère qui vit là-bas. Et je lui ai fait, je pars 4 jours à Lisbonne, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que je peux faire? Il m'a dit des trucs vraiment hyper pertinents, tu vois. Peut t'aider en cuisine, si t'as pas d'idée de recette sur ce que t'as dans ton frigo, tu peux même prendre en photo en fait ce que t'as dans ton frigo, les ingrédients, il va te proposer des trucs. Enfin, ah ouais, carrément, tu fais la photo, tu lui envoies, tu lui dis tiens j'ai ça et fais-moi la recette. Waouh. Exactement. Ouais. Et il a tué le frigo Samsung qui faisait ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce frigo Samsung qui faisait ça. Ouais. Donc tu vois, je pense qu'il y a des trucs de base que tu peux faire qui sont marrantes entre guillemets. Il y a des trucs qui peuvent être un peu plus utiles. Comme je te disais, résumer, traduire, corriger, etc. Et il y a les choses qui sont un peu la step au-dessus, et c'est là, moi, où j'interviens quand je vais dans des entreprises où j'essaie vraiment de les aider et de leur apporter un maximum de tips. C'est pour tout ce qui est brainstorming. C'est-à-dire t'aider à trouver des idées. Tu vois, par exemple, là, tu m'as dit au début du podcast que tu as généré toutes les questions à travers l'IA. Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit, le pire, c'est que c'était pertinent, quoi. Donc, il y en avait quelques-unes peut-être qui étaient moins pertinentes que d'autres parce que ça reste de l'intelligence artificielle et qu'il faut, comme on en parlait, l'accompagner, faire les bons prompts pour avoir les bons résultats. Mais je sais pas si tu t'étais posé de ton côté à faire 10 questions, si tu aurais fait 10 questions plus pertinentes que ce que l'IA t'a proposé, ou peut-être égal. Et déjà, égal, c'est déjà beau, parce que ça t'a évité en fait de te mettre, je sais pas moi, 15 minutes à écrire des questions et à réfléchir. Donc, c'est clair. Moi, je serais sûrement arrivé au même résultat, mais pas dans le même temps. Ça, c'est clair. Et moi, c'est là où... Ouais, c'est là où je vois le vrai gain, moi, en fait, au quotidien. C'est ce gain de temps. C'est là où toi, tu dis, je vais vous faire gagner 3 heures par jour. On n'est pas loin de ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment 3 heures, mais en tout cas, tu peux en gagner beaucoup, ouais. Bien sûr, c'est un petit peu marketing quand je dis 3 heures, mais ça dépend vraiment de ton métier, tu vois. Mais en tout cas, tu peux vraiment gagner beaucoup de temps. Un truc qui est hyper intéressant, donc comme je te disais, brainstormer, comprendre des sujets, des frameworks aussi, simplifier des idées. Et ce qui
ça te permet en fait de passer le cap de la page blanche, qui a un gros problème chez la plupart en fait des gens, c'est que je pense que dans notre société, les gens sont de plus en plus flemmards. Et moi, le premier, j'ai toujours voulu en fait faire délivrer un maximum en faisant le minimum. Ouais, ce qui est assez humain, en fait. C'est ça, c'est un peu le cheat code, tu vois. Ouais. Et l'IA te permet en fait de passer ce cap de la page blanche et de construire une base pour te lancer. Et ensuite, bien sûr, tu vérifies, bien sûr, tu mets ta touche personnelle humaine, entre guillemets, ta petite patte. Tu vois, moi, je suis créateur de contenu. Évidemment que je ne crée pas tous mes contenus avec l'IA. Sinon, évidemment que j'aurais eu du mal à atteindre ce niveau d'abonnés. Ouais. Et je pense que, en tout cas, ça peut te donner des idées de posts, ça peut t'aider à avoir une certaine routine de structure. Ouais. Et voilà. En tout cas. Et je le vois là où je te rejoins sur la créa de contenu. Tu vois, on en parlait en préambule. Parfois, c'est de trouver l'idée, trouver le truc que tu vas dire. Tu as des sujets, alors tu as plein de sujets, mais tu te dis, bah tiens, celui-là, je vais peut-être pas le mettre maintenant, c'est pas le moment. Du coup, tu te retrouves un peu justement avec la page blanche et dire, merde, qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux, il faut alimenter. Alors après, soit tu te concentres sur un, sur plusieurs. Vu que toi, tu es plutôt orienté du coup B2B, je pense que ton terrain de jeu, c'est plus LinkedIn. En tout cas, moi, c'est vraiment là où je te vois. Tu vas pas parler sur LinkedIn de la même manière que tu vas parler sur Instagram, et donc c'est d'essayer de trouver ces trucs-là, et même d'un vrai post. Moi, c'est là où parfois je m'en sers aussi pour dire, bah attends, comment je vais gérer le truc. C'est de partir de mon idée ou de mon sujet ou de ma synthèse que j'ai pu faire sur la partie description du podcast. Dire, bah voilà, ça c'est mon podcast, voilà la synthèse, et ça je me force à l'écrire, en tout cas en très grande partie, pour être pas feignant justement, et garder ma créativité pure, mais de partir de ça et de dire, bah voilà, ça c'est mon descriptif. Est-ce que tu peux me faire un post LinkedIn impactant? Est-ce que tu peux me faire un post LinkedIn d'Instagram impactant? Un post Instagram et un post LinkedIn. Et après de retravailler ces posts-là, parce qu'en général c'est toujours un peu too much, ou en tout cas de venir rajouter, reformuler s'il y a des choses qui vont pas, mais ouais, c'est de la folie. Ouais. Et petite question du coup encore, et c'est très à la mode, c'est quel est l'impact environnemental, quel impact a priori il y aurait en termes de consommation d'énergie, de production de déchets électroniques. Alors j'ai fait un truc il y a un moment maintenant, j'ai viré tous mes mails d'avant 2019, je crois, tout jeté, à part les trucs hyper pointus. J'ai gardé les trucs super importants, voilà, mais tous les autres, j'ai tout viré. C'est vrai que c'est important de supprimer ces données. Moi, les gens ont peur. Moi, j'essaye de décharger un maximum de choses aussi. Après, je sais pas quel est le vrai impact derrière. J'espère qu'il y en a un. Mais je me dis, ça encombre tout, plein de trucs, et en fait, j'y vais jamais. Donc, à un moment... Ouais. Alors, milieu pro, je le fais pas. Mais mes trucs perso, ouais, j'ai tout viré. Moi, c'est cool. En tout cas, moi, je suis pas spécialisé dans ce domaine, tu vois, mais je sais que en termes d'écologie, évidemment, l'intelligence artificielle a un impact. Ouais. Et je sais aussi que des boîtes comme Nvidia, je sais pas si tu connais un petit peu ceux qui faisaient les processeurs un peu graphiques. On les voyait un peu à côté d'Intel. On avait toujours Nvidia. On se demandait c'était quoi sur nos machines un peu PC. Bah, Nvidia, c'est une boîte qui est en train de révolutionner en fait les processeurs, qui sont beaucoup moins gourmands en énergie aujourd'hui. Et c'est clairement une révolution. C'est-à-dire que le PDG de cette boîte, Jensen Huang, il est partout. C'est un mec, il a réussi à faire grimper en bourse Nvidia comme jamais on a vu une boîte grimper comme ça. Et je pense que, tu vois, une façon d'améliorer les choses, c'est de construire des puces plus performantes, de trouver des moyens de gérer tous ces serveurs et qui sont gourmands en énergie, mais tu vois, utiliser des systèmes un petit peu de refroidissement avec de l'eau, des trucs. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ouais. Après, on peut espérer qu'effectivement, avec ces améliorations, on arrive à temporiser un peu, ou en tout cas à limiter l'impact. C'est ça. On va demander à ChatGPT ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, ouais.
peut-être il trouvera. Bon, je suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire pour aider. Je poserai pas la dernière, mais elle était intéressante parce qu'on l'a un peu abordé, mais c'était comment l'IA peut réduire les inégalités ou risque-t-elle au contraire de les exacerber. Je pense que, bah voilà, on l'a dit, ça permet de faire de la traduction, ça permet de corriger les fautes d'orthographe, ça permet de faire plein de choses. Donc je pense que bien utilisé, c'est une vraie tendance à les réduire. Comme on en parlait, ça te rend beaucoup plus créatif. Aujourd'hui, tu peux, tu vois, avoir un expert en grosse, tu peux avoir un expert en marketing, un expert même comptable, même parfois avocat, juste en lui demandant des choses et en bien construisant tes prompts. Ouais. Comme on le disait aussi, tu vois, à travers les GPT, donc cette fonctionnalité où tu peux donner en fait des ressources à ChatGPT. C'est seulement pour la version payante, malheureusement. Donc, mais tu as accès en fait à des GPTs et tu as même aujourd'hui un store des GPTs, donc des gens qui travaillent sur tes modèles avec des informations qui te permettent d'être beaucoup plus concises, précises. Ouais. Et en plus de ça, je sais pas si tu avais entendu parler des plugins, mais les plugins, ça a totalement été abandonné, ça a été remplacé justement par les GPTs. D'accord. Et aujourd'hui, tu as tous les grands outils, je pense, on en a parlé, Eleven Labs, ou d'autres extensions qui ont fait leurs propres GPTs. Et aujourd'hui, tu peux créer, je pense par exemple à Diagram Show Me, qui est un GPT où tu peux créer des mind maps, des flows très, très, très pertinents en quelques secondes. Tu peux créer même des vidéos avec une extension, un GPT qui s'appelle Video Maker, où tu vois toutes les vidéos que tu vois sur TikTok, où tu entends la voix robotisée d'un mec qui parle sur des images un peu alors ambiance Shutterstock, bien naze là. Tout ça, c'est créé par des IA. Tu peux créer aussi très facilement, tu vois, des présentations. Il y a un GPT qui existe qui s'appelle Slide GPT, qui peut en fait te générer des slides que tu ensuite intègres à Google Slides. Tu la mets en forme, etc. Après, il y a beaucoup d'outils qui sont faits pour tes présentations. J'en parle un petit peu dans ma création de contenu parce que ça intéresse beaucoup les gens. Dans beaucoup de métiers, les gens créent des présentations. Et il y a des outils comme Gamma, il y a plein de choses qui sont mises en place pour t'aider, ou même directement dans le chat GPT. Par exemple, tu peux lui demander tout simplement de te faire une présentation et de demander le code VBA. Et ensuite, avec ce code VBA, tu l'intègres à des outils comme PowerPoint, tu vois. Et après, tu le mets en forme. Mais oui, en tout cas, il y a énormément de choses qui te rendent plus créatif et plus performant. Ok, écoute, on a été très bavard. Est-ce que tu peux me parler un peu, toi, des activités, là, de ton actualité, des choses qui vont arriver ou des choses que tu es en train de développer pour donc plutôt B2B, du coup. Petite question en plus dedans. Tes interlocuteurs dans les sociétés, c'est plutôt qui? Parce que moi, j'aurais tendance à dire que les big boss, en général, ils sont tous un peu frileux sur le truc. Alors ils commencent à s'y mettre parce que ils n'ont pas le choix, mais je pense que ça les fait tous un peu flipper. Et donc du coup, ton actualité et comment tu comptes développer ton activité dans les prochains mois pour surfer sur cette vague. Moi, comme je te le disais, pour les entreprises, j'ai deux offres. Donc la première qui est un peu plus fondation, où j'explique un petit peu les bases de ce qu'on peut faire avec l'IA et comment tu peux l'intégrer. La deuxième qui est plus un pack avancé où je rentre dans les détails sur des use cases par rapport au corps de métier des équipes. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai pu accompagner des équipes des ressources humaines ou pour des cas d'usage. Ça peut être la façon de prospecter des nouveaux candidats, ça peut être la possibilité de créer des fiches de poste. Enfin, tu peux utiliser l'intelligence artificielle dans plein de choses dans ce secteur-là. Donc moi, je me focalise vraiment par corps de métier. Et j'ai pour but, dans les prochains mois, sortir une offre un peu plus pro, entre guillemets, avec des automatisations. Donc je me forme énormément là sur des outils d'automatisation comme Make, Zapier, etc. Pour proposer en fait aux entreprises d'automatiser leurs tâches. Automatisation de création de devis, automatisation de documentation, des trucs qui peuvent forcément une valeur par exemple. C'est ça, par exemple, tenir informé sur l'actualité avec des automatisations d'IA qui te créent des newsletters par rapport à l'actualité sur tel ou tel sujet. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses à faire dans ce secteur-là. Donc,
j'ai des 2 premiers packs où j'interviens en entreprise, en présentiel, distanciel. Et donc ça, c'est pour la partie entreprise. Les gens en fait, pour être honnête avec toi, j'ai pas forcément eu besoin de prospecter par chance grâce à la création de contenu que je fais. C'est plus les entreprises qui sont venues par moi, par recommandation pour le moment. Et justement, je vais rentrer dans une phase, je pense, dans les prochains mois de prospection pour essayer de voir qui je pourrais contacter. Bonne question. Qui pourrait être intéressant? Ça serait intéressant de contacter qui dans les entreprises? Comme tu disais, je pense les PDG. Bah, ça peut être à double tranchant. Parfois, ils peuvent être frileux. Parfois, ils peuvent se dire, je vois que tout le monde s'y met. C'est peut-être le moment de ne pas se faire dépasser par la concurrence. Mais voilà, je verrai ça au moment venu. Et pour ce qui est autre qu'entreprise, pour les particuliers, donc pour les gens qui me suivent un peu sur LinkedIn et qui sont soit entrepreneurs ou en freelance, j'ai lancé en fait une masterclass destinée vraiment plus à des usages business que je vais alimenter là dans les prochaines semaines avec plein de vidéos, plein de tips, des tutos, des idées d'utilisation et d'automatisation, tu vois, des trucs très pertinents que je vends en parallèle de ces interventions en entreprise. Top. Donc je me disperse pas trop, tu vois, j'essaie de me focaliser sur des trucs clairs que je maîtrise. Non, mais je suis pas là pour vendre du vent, tu vois, je suis là pour apporter un maximum d'astuces et de tips. Non, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure de l'emploi que ça peut détruire ou générer. Typiquement, des gens comme toi, ils vont avoir de la valeur très vite parce que soit tu es un peu geek et tu prends le temps de te former, et je fais un peu partie de ces gens-là, et tu as commencé comme ça aussi, et tu prends le temps d'essayer de te documenter, etc. Mais je vois la veille, ça prend un temps pas possible, donc quand j'entends que bientôt ChatGPT la fera pour moi, bah très bien. J'aurai ma petite newsletter perso tous les matins. C'est ça. Je prends une chose, ça t'intéresse. Ah oui, bah carrément. La veille, c'est une part intégrante de mon job au quotidien, donc pour le coup, ça me prend un temps considérable. Si je peux avoir le truc pré-mâchouillé déjà tout frais le matin, comme si je lisais mon journal, mais c'est que du bonheur. Donc, mais comme tu le sais, en tout cas, l'entrepreneuriat, là, moi, tu vois, ça fait 2 mois que je me suis lancé. Entre le devoir de se rendre visible, de créer du contenu, gérer un peu sa communauté, proposer en plus un service, une offre, travailler sur son offre, la rendre pertinente et... Enfin, voilà, le fait de prospecter en plus, c'est des charges de travail qui sont énormes. Moi, j'essaie justement là de m'habituer à trouver de l'énergie et d'être performant. C'est un sujet dans lequel on pourrait parler aussi, qui n'est pas évident, mais tu vois, c'est créer des routines, des habitudes, des disciplines, c'est des choses... écouter des podcasts. Moi, j'ai un ami qui est encore mon meilleur pote qui est encore en CDI, mais qui a toute cette envie d'entreprendre, qui écoute plein de podcasts, qui me conseille aussi sur plein de petites choses à mettre en place pour être plus performant aussi et être plus productif. T'as le dernier livre, t'as le livre, je sais pas si tu l'as lu, mais t'as le livre d'Anthony Bourbon aussi qui est pas mal, que j'ai écouté. Alors pour le coup, je l'ai écouté parce que je fais beaucoup de trajets, donc de temps en temps, je fais des audios et c'est génial. Le mec est une machine. Là, on parle du GOAT. Hein. C'est la dernière que c'est sur LinkedIn. Et pour le coup, ce qui revient sur tous ces gens-là qui sont hyper pointus, c'est la discipline, en fait. Bien sûr. Et oui, c'est bien que tu le dises aussi parce que tu as une mode... je sais pas si c'est une mode ou un trend ou un truc, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais de dire mais vous pouvez tous devenir entrepreneurs, je pense que la réponse c'est probablement pas oui. On n'est pas tous faits pour l'être en tout cas, et ça t'impose une vraie discipline et un vrai mindset. Donc pour le coup, quand tu dis, tu vois, je me concentre sur des trucs bien précis, je pense que tu tiens le bon truc, parce que si tu te disperses et que tu essayes d'aller partout dès le départ, c'est sûr que tu vas te cramer, quoi. Clairement. Et tu vois, pour en revenir sur l'entrepreneuriat, comme tu dis, je pense que c'est vraiment pas ouais à tout le monde. En fait, moi, je pense, enfin, j'ai quitté le salariat pour justement avoir cette liberté, me dire que je peux travailler d'où je veux, faire ce que je veux, avoir les clients que je veux. Mais au final, j'ai quitté le salariat et là, je me rends compte que quand tu entreprends, ça fait partie prenante quotidiennement dans ta tête. T'es pas serein tout le temps. Tu penses tout le temps. Le soir, tu penses. Le week-end, tu penses, tu vois. Donc, c'est une liberté, mais qu'il faut aussi mesurer et gérer et dompter par aussi, rapport à ta propre
façon de voir les choses. Et en tout cas, c'est des sujets hyper intéressants. J'imagine que tu en parles aussi dans les autres sessions de podcast que tu fais. Complètement. C'est un sujet qui me passionne parce que voilà, c'est des choses que je regarde depuis très longtemps et pour le coup, ouais, je pense qu'il n'y a pas de pire patron que soi-même. Quand vraiment on est passionné par un sujet et qu'on veut avancer, pour le coup, t'as pas l'impression de travailler, mais tu travailles tout le temps ou inversement. Donc faut bien mettre tes curseurs et de temps en temps, faut aussi lever le pied parce que ça peut vite être un piège. Mais quand on est passionné, en général, c'est moins douloureux quand même. C'est clair. Bon, et écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je mettrai tous les liens évidemment en description pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux. Yes, vous pouvez me retrouver principalement sur LinkedIn, donc Marc Dufraisse. J'ai une newsletter aussi, la boîte à outils IA. Sur LinkedIn, je donne beaucoup de ressources gratuitement. Je me suis fait un petit peu connaître à travers une ressource que je donne sur un guide pour ChatGPT où je donne en fait ma bibliothèque de prompts, les GPT qui sont les plus intéressants à utiliser, plus quelques petits tutos et tous les outils IA que j'ai testés, que j'ai notés, où j'ai donné mon avis dessus. Donc voilà, pas mal de travail que je donne. Donc venez me contacter sur LinkedIn pour que je vous donne tout ça si vous voulez, ou vous pouvez directement suivre ma newsletter pour y accéder. Et prochainement je vais me lancer, je pense, sur un autre réseau, Instagram, je pense, où je vais faire un petit peu des visuels cool, parler d'IA, et pour l'instant je vais l'appeler Marc IA Tools, donc ça va être un truc assez simple. Je te donnerai le lien. Cool. Je mettrai à jour quand ça sera. N'hésite pas quand ça sera officiel pour ceux qui écouteront le podcast plus tard. Peut-être que vous retrouverez le lien directement dans la description. La beauté du podcast fait que tu mets à jour ton flux RSS et c'est en ligne quasi instantanément sans que tu aies rien à faire. Donc ça, c'est top. Marc, merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Au revoir. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous Escorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.